Il y a des personnages qui dépassent leur propre histoire, qui deviennent des symboles et des figures culturelles capables de dire quelque chose de nous. Liliana Vess appartient à cette catégorie. Dans Magic, elle n'est pas seulement une nécromancienne puissante, ni même une planeswalker redoutée. Elle est la réécriture contemporaine d'un archétype très ancien, celui de la sorcière. Cette femme qui refuse les limites imposées par le monde, qui transgresse les règles et qui finit souvent par payer le prix de sa liberté. Et avant d'aller plus loin, je veux le préciser clairement. Mon analyse ne remplace pas l'histoire officielle écrite par les créateurs de Magic. Elle ne cherche pas à la corriger ni à la réécrire. Ce que je propose ici, c'est une lecture culturelle et littéraire. Une manière d'interpréter ce personnage à partir de ce que son récit évoque et de ce qu'il réactive dans notre imaginaire et de ce qu'il raconte au-delà des cartes et des extensions. C'est une façon de lire le jeu, pas de le redéfinir. N'hésitez donc pas à donner votre propre avis et analyse en commentaire. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans une exploration profonde de ce personnage, non pas pour raconter une simple chronologie, mais pour comprendre ce que Liliana représente culturellement. Une femme en lutte contre la mort, mais aussi contre elle-même. Une figure tragique et fascinante, qui incarne à la fois la puissance et la vulnérabilité, la liberté et la fatalité. C'est une histoire de pacte, de culpabilité et de survie. Une histoire qui parle de nous, de nos peurs, de nos contradictions. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Liliana Vess est une guérisseuse originaire de Dominaria. Très jeune, elle tente de sauver son frère Josu, empoisonné par une malédiction. Son remède échoue. Josu devient fou, massacre leur famille, et Liliana porte cette faute comme une blessure fondatrice. Pour échapper à la mort et au temps, elle conclut alors un pacte avec 4 démons, Kotofed, Grisolbrand, Razaket et Belzenlok. En échange d'un immense pouvoir, elle leur offre sa servitude. C'est ce pacte qui façonne toute sa trajectoire. Au fil des années, Liliana cherche à le briser. Elle traque ses démons un par un, les affronte, les tue, et finit par découvrir que son contrat est en réalité lié à Nicol Bolas, le dragon comploteur qui l'a manipulé depuis le début. Elle rejoint ensuite les Gatewatch, avec Gideon, Jace, Chandra et Nissa, non pas par héroïsme, mais par stratégie, dans sa quête avide de pouvoir. Pourtant, au contact du groupe, elle se retrouve confrontée à quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé, la possibilité d'être autre chose qu'une survivante. Lors de la guerre des Planeswalkers, Bolas force Liliana à mener son armée, les Éternels, grâce à la clause cachée de son pacte. Elle n'a littéralement aucun choix. Si elle désobéit, elle meurt. Mais au cœur de la bataille, Liliana finit par se retourner contre lui. Elle ordonne aux Éternels de se retourner contre Bolas lui-même, brisant ainsi l'emprise du pacte au prix de sa propre vie. Le feu du pacte commence alors à la consumer, et c'est à cet instant que Gideon intervient. Après la guerre, Liliana disparaît du multiverse. Elle vit sous une fausse identité, Anna Yora, pour échapper à ceux qui la traquent et à son propre passé. Elle finit par réapparaître à Strixhaven, où elle devient la professeure Onyx, un rôle qui lui permet, pour la première fois, d'exister en dehors des pactes et de la fuite. Lorsque l'on regarde Liliana, on reconnaît d'abord les contours familiers de la sorcière. Une femme qui manipule la mort et qui avance seule. Et ce n'est pas un hasard si, dès sa première apparition en 2007 dans Lorwyn, sous la carte Liliana Vess, elle est déjà présentée comme une figure de pouvoir et de secret. Mais ce que Magic réactive à travers elle, c'est un héritage beaucoup plus ancien. Celui des femmes que l'histoire a appelées sorcières pour mieux les contrôler. Pendant des siècles, la sorcière n'a pas été un personnage de fiction, mais une construction sociale. On accusait de sorcellerie les femmes qui savaient trop de choses, qui guérissaient ou encore qui vivaient seules. La sorcière était la femme qui échappait à l'ordre établi, une société dominée par des hommes reléguant la femme à un rôle de génitrice ou d'objet sexuel. Toute femme désirant s'extirper de cette norme était vue comme déviante, et c'est précisément pour cela qu'on l'a traquée et jugée. Liliana porte cette mémoire-là, celle d'une figure féminine que l'on redoute parce qu'elle refuse de rester à sa place. Dans les récits anciens, la sorcière est celle qui dit non. Non à l'autorité masculine et à la docilité. Liliana reprend ce refus, mais elle le transpose dans un univers où la magie devient un moyen de reprendre le contrôle sur son destin et son temps. Elle n'est pas une paria reléguée à la lisière du village, elle est une femme qui a compris que la survie, dans son monde comme dans le nôtre, exige parfois de franchir les frontières que d'autres n'osent pas toucher. Ce qui la rend profondément moderne, c'est que sa transgression n'a rien d'un caprice. Elle ne cherche pas le mal, elle cherche à ne pas disparaître. La peur de vieillir et de perdre sa vie n'est pas individuelle, elle est culturelle. Elle est héritée d'une longue histoire où l'on a puni les femmes qui prenaient trop de place et trop de pouvoir. Liliana incarne cette pression,
mais elle la pousse à son extrême. Elle refuse l'idée même de la mort. C'est là que naît sa tragédie. Elle devient alors une figure de résistance autant qu'une figure de désespoir. Une femme qui lutte contre la place qu'on voulait lui assigner. Liliana n'est pas moderne parce qu'elle commande aux morts. Elle l'est parce qu'elle s'inscrit dans la lignée de ces femmes que l'histoire a tenté de réduire au silence, et qui, malgré tout, ont continué d'exister. Le pacte de Liliana avec les 4 démons est l'un des moments fondateurs dans son histoire, et il apparaît très tôt dans le lore moderne de Magic. Dès Magic Origins, puis dans les arcs qui suivent, le jeu dévoile progressivement les fragments de cet accord qui a façonné sa vie. Mais ce pacte n'est pas seulement un élément de scénario. Il s'inscrit dans une tradition littéraire et historique très ancienne, celle du marché faustien, où une personne échange une part de soi contre un pouvoir qui dépasse l'humain. Sauf que Liliana ne pactise pas comme Faust. Elle ne cherche pas la connaissance infinie, ni la gloire. Elle pactise par peur et par vulnérabilité. Elle est jeune et brillante, mais elle voit déjà la mort comme une menace. Non pas comme une fin abstraite, mais comme la perte de tout ce qui lui permet d'exister dans un monde qui valorise la jeunesse. Dans Magic Origins, la carte Liliana, guérisseuse hérétique, raconte ce moment où, confrontée à la mort de son frère Josu, elle comprend brutalement que la finitude n'est pas seulement une fatalité biologique, c'est une condamnation sociale. Dans l'histoire réelle, les sorcières accusées de pactiser avec le diable étaient souvent des femmes qui tentaient simplement de reprendre du pouvoir sur leur vie. Guérisseuses, veuves, indépendantes, trop savantes. Le pacte était une fiction inventée pour les punir. Liliana renverse ce mythe. Elle signe un pacte parce qu'elle n'a plus d'autre choix. Dans la ruine, sa première carte la montre déjà liée à des forces obscures par la magie qu'elle manipule, mais ce n'est que plus tard que l'on comprend que ces forces ne sont pas le signe d'une ambition démesurée, elles sont le prix de sa survie. Ce pacte devient alors une métaphore de notre rapport contemporain au contrôle. Liliana veut maîtriser son destin, elle veut échapper à la fatalité. Et pour cela, elle accepte de se lier à des puissances qui la dépassent. Chaque extension révèle un fragment de cette dette, chaque carte un morceau de son passé. Et ce n'est pas un récit moral, c'est un récit tragique. Car Magic ne présente jamais ce pacte comme une faute. Liliana n'est pas punie pour avoir voulu trop de pouvoir, elle est punie pour avoir voulu survivre dans un monde qui ne lui laissait pas d'autre choix. Comme les sorcières d'antan, elle paie le prix d'avoir refusé l'effacement. Comme ses prédécesseuses, elle est accusée d'avoir pactisé avec des forces interdites, alors qu'elle n'a fait que chercher un moyen d'exister. Le pacte devient alors un miroir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour échapper à ce qui nous fait peur ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour rester maîtres de notre vie ? Les 4 démons de Liliana ne sont pas seulement des monstres qu'elle doit abattre. Ce sont des figures de domination et des incarnations de force. Et chacun révèle une part de Liliana, une faille de ce qu'elle a dû devenir pour survivre. Kotofed, d'abord, incarne l'exploitation. Dans Magic Origins, il apparaît comme celui qui transforme les vies en dettes, les corps en contrats. C'est la logique du capitalisme le plus brutal. Tu vaux ce que tu produis. Historiquement, c'est aussi la logique qui a pesé sur les femmes, réduites à leur utilité. Domestique, reproductive, sociale. Kotofed est la voix qui dit « Ton corps m'appartient ». En l'affrontant, Liliana affronte la part d'elle-même qui a accepté d'être utilisée pour survivre, cette part qui a cru qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se vendre pour rester vivante. Griselbrand, lui, est la violence brute. Dans Innistrad, il écrase, lacère, impose sa loi par la force. Il représente la domination physique. Liliana le tue effectivement par la violence, mais ce n'est pas une glorification de la force. Dans le lore, son affrontement avec Griselbrand la laisse affaiblie, blessée, presque brisée. Elle gagne, mais à un prix terrible. Ce moment lui révèle que la violence n'est pas une solution durable. Elle la consume autant qu'elle la protège. C'est là que réside la nuance. Liliana ne renonce pas à la violence, mais elle découvre qu'elle n'est jamais un outil neutre. Razakès, dans Amonkhet, incarne l'emprise psychologique. Il ne frappe pas, il murmure, il persuade, il manipule. C'est la domination invisible, celle qui fait croire aux femmes qu'elles doivent leur valeur à ceux qui les dominent, qu'elles ne peuvent exister qu'à travers un maître. En l'affrontant, Liliana affronte sa propre dépendance, cette part d'elle qui a cru qu'elle avait besoin d'un autre pour survivre. C'est le cas avec Josu, qu'elle a voulu sauver à tout prix, quitte à se soumettre à un pacte, et comme nous le verrons plus tard avec Gideon, dont la présence a représenté une forme de stabilité morale
qu'elle pensait ne pas mériter. Pelzenlocke, enfin, est la domination narrative. Dans Dominaria, il réécrit l'histoire et impose sa version du monde. Il incarne le pouvoir de décider de ce qui est vrai. C'est une forme de domination très ancienne et très réelle, celle qui a effacé les femmes des récits fondateurs et qui a attribué leur découverte à des hommes. C'est la logique du roman national, celui qui glorifie certains corps et certaines voix et relègue les autres dans les marges. En le détruisant, Liliana ne combat pas seulement un démon, elle affronte la part d'elle-même qui a laissé d'autres écrire son histoire à sa place. Ces démons, Bolas et les structures de pouvoir qui l'ont façonné. Liliana ne combat donc pas seulement des démons, elle combat les forces qui ont façonné sa vie. Chacun d'eux est un miroir, une facette de sa chute. Et lorsqu'elle les détruit, elle ne se libère pas vraiment. Elle se confronte à ce qu'elle est devenue. Elle découvre que la liberté ne consiste pas à tuer ses démons, mais à reconnaître qu'ils ont façonné son identité. Les affronter devient alors une manière de reprendre possession d'elle-même, de réécrire son histoire et de se libérer de ce qu'elle a dû devenir pour survivre. Liliana n'est pas une femme qui cherche uniquement le pouvoir, c'est une femme qui cherche à se libérer de la domination, celle des autres et celle qu'elle a intériorisée. Et c'est précisément ce qui fait d'elle une figure féministe, tragique et profondément moderne. La nécromancie de Liliana n'est pas un simple pouvoir, c'est un langage. Un langage né à la fois du mythe de l'inconscient et du traumatisme intime. Dans Magic, la couleur noire n'est pas forcément celle du mal, mais aussi celle de la transgression, la couleur de celles et ceux qui refusent d'accepter les frontières que le monde leur impose. Liliana s'inscrit dans cette lignée. Elle manipule la mort pour refuser l'impuissance, mais aussi pour refuser l'absence. Comme dans les mythes grecs, la mort n'est pas pour elle un royaume lointain. C'est une frontière poreuse. Orphée descend aux enfers pour retrouver Eurydice. Perséphone circule entre les mondes. Liliana rejoue ce geste archaïque, elle refuse que la mort soit une fin. Mais ce geste mythologique est aussi un geste psychique. Dans Magic Origins, la mort de Josu, son frère, n'est pas seulement une tragédie, c'est une rupture intérieure. Liliana découvre que la perte est insupportable et que l'absence est une blessure qu'elle ne peut pas tolérer. Sa nécromancie devient alors une manière de combler ce vide, une tentative de ramener ce qui a disparu pour ne pas affronter le manque. Elle relève les morts comme on refuse le deuil, comme on refuse de laisser partir ce qui nous a façonnés. Les morts qu'elle anime ne sont donc pas seulement des corps, ce sont des objets psychiques et des fragments de son histoire. Elle manipule la mort comme on manipule le passé, en le ramenant à la surface et en le réécrivant. C'est là que la mythologie et la psychologie se rejoignent. Liliana ne descend pas aux enfers pour sauver quelqu'un, mais pour sauver une partie d'elle-même. Elle incarne cette idée que la mort n'est pas une frontière, mais une ressource. Dans les mythes, les morts sont des guides. Dans la psyché, ils sont des fantômes ou des blessures. Liliana refuse la séparation entre les vivants et les morts parce qu'elle refuse la séparation entre ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait encore devenir. Ce n'est pas une vénération des morts, c'est une vénération de ce qu'ils représentent. Ils sont ce qu'elle ne veut pas perdre. Son refus de la séparation dit quelque chose de profond. Liliana ne supporte pas l'idée de l'irréversible. Comme les héroïnes des mythes, elle défie l'ordre du monde et rejoue sans cesse la scène du traumatisme. Sa nécromancie est donc à la fois une quête mythique et une compulsion intime. Une tentative de reprendre possession de son histoire et de ses blessures. Sa magie n'est ni une transgression gratuite, ni un simple pouvoir. C'est une lutte contre la disparition. La sienne, celle des autres et celle de son passé. Une manière de dire que rien n'est jamais vraiment mort tant qu'elle refuse de l'abandonner. La relation entre Liliana et Gideon traverse plusieurs arcs narratifs. Gideon incarne le blanc, l'ordre, la loi, le sacrifice. On le voit dans Gideon, allié de Zendikar, et dans la carte Gideon des épreuves, dans sa manière de se dresser comme un rempart vivant. Il est l'héritier des héros grecs qui meurent pour la cité et pour l'ordre du monde. Liliana, elle, incarne le noir, la survie et la transgression. Ces cartes la montrent comme une figure chtonienne, une femme qui descend dans ses propres enfers pour reprendre ce qui lui a été arraché. Leur relation n'est pas une opposition, mais une tension. Tension ici signifie que leur valeur ne s'annule pas. Elles se frottent et se heurtent. Gideon voit en Liliana une possibilité de rédemption morale. Il croit qu'elle peut choisir le bien, qu'elle peut se libérer de son pacte. Liliana, elle, voit en Gideon une impossibilité de changer. Un homme trop pur, trop droit. Elle ne le méprise pas, elle le trouve naïf. Et en même temps, elle est attirée par cette naïveté parce qu'elle n'a jamais pu se l'autoriser.
Lorsque Gideon meurt pour la sauver dans la guerre des Planeswalkers, ce n'est pas un acte romantique. C'est un acte tragique, au sens grec du terme. Gideon croit en la possibilité du bien. Il croit que sauver Liliana est juste, même si elle a pactisé, même si elle a trahi. Il croit que personne n'est condamné. Liliana croit en la fatalité de ses erreurs. Elle pense que tout ce qu'elle touche finit par être détruit, que sa vie est une suite de fautes et que la mort de Josué, son pacte et ses manipulations l'ont rendu indigne d'être sauvé. Sa mort devient alors un poids et une dette sacrée. Dans Liliana, générale de la Horde de l'Effroi, son regard porte cette fracture. Elle est à la fois la nécromancienne toute puissante et la femme qui vient de perdre la seule personne qui croyait encore en elle. Ce moment révèle la profondeur du personnage. Liliana n'est pas insensible, elle est brisée. Et cette fracture, loin de la rendre monstrueuse, la rend humaine. Ce que cela me fait ressentir, c'est une forme de vertige. Liliana est une figure chtonienne, une femme qui a bâti sa vie sur le refus de la vulnérabilité. Et pourtant, c'est précisément au moment où quelqu'un meurt pour elle, un acte qu'elle n'aurait jamais demandé, qu'elle se retrouve face à ce qu'elle a toujours fui, la possibilité d'être digne d'un sacrifice. Liliana Vess est l'un des personnages les plus riches de Magic, non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est complexe. Elle incarne la lutte contre la mort, contre le temps, mais aussi contre soi-même. Elle est la sorcière moderne, une femme qui refuse la fatalité. Mais ce qui la rend inoubliable, ce n'est pas seulement sa force, c'est sa fracture. C'est cette tension permanente entre ce qu'elle veut être et ce qu'elle a dû devenir, entre la liberté qu'elle revendique et les chaînes qu'elle s'est elle-même imposées. Liliana est une figure de contradiction, souveraine et vulnérable, destructrice et profondément humaine. Elle porte en elle la tragédie des personnages qui savent trop et qui voient trop. Et c'est précisément pour cela qu'elle continue de captiver et de diviser. Parce qu'elle nous renvoie à nos propres pactes, à nos propres zones d'ombre. Parce qu'elle nous rappelle que la puissance n'efface jamais la douleur et que la survie n'est pas toujours une victoire. Elle est un miroir.